Je me souviens vivement du jour où j'ai quitté ma ville natale. C'était une fraîche matinée d'automne, et l'air était empli de l'odeur des feuilles mortes. J'avais chargé tout ce qui avait de la valeur pour moi dans mon vieux pick-up, déterminé à repartir de zéro, loin des souvenirs douloureux. Partir n'était pas facile, mais c'était nécessaire. La trahison et la tromperie avaient ruiné ma vie, et le seul moyen de guérir était de m'éloigner de ceux qui m'avaient blessé. Après des heures de conduite, je découvris une petite ville endormie qui semblait parfaite pour un nouveau départ. Les habitants étaient amicaux, le rythme était lent, et la ville avait un charme pittoresque. Je trouvai une petite station-service et un garage délabré. En vente depuis des années, voyant son potentiel, je fis une offre basse, qui fut étonnamment acceptée. Cette propriété devint la base pour reconstruire ma vie et mon entreprise. Un samedi après-midi, je m'assis tranquillement dans ma taverne préférée. Savourant la paix, cette taverne devint mon sanctuaire peu après mon arrivée. J'achetai la station-service et l'atelier de réparation à un prix dérisoire, voyant son potentiel inexploité. L'ancien propriétaire était pressé de vendre après 2 ans sur le marché. C'était l'endroit parfait pour un nouveau départ. M'aidant à laisser mon passé derrière moi, la première chose que je fis fut de construire un grand magasin de détail face à la station-service pour approvisionner la ville après la fermeture de l'unique épicerie à 19 heures. Je déplaçai les cuves pour que les pompes soient visibles depuis le magasin, laissant beaucoup de place de parking pour les clients. Le magasin était le plus fréquenté de 19 heures à minuit et restait ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le garage à l'arrière du terrain était ouvert de 8 heures à 17 heures, 5 jours par semaine, avec des projets spéciaux le samedi. Bien que le bar ait d'abord été contrarié quand nous avons commencé à vendre des alcools de base, cela finit par générer un bon revenu et créer des emplois nécessaires dans la communauté. L'entreprise devint très prospère après une restructuration de la présentation interne du magasin. Grâce à une femme que j'engageais, elle remboursa rapidement le prêt hypothécaire et nécessita de doubler le personnel en raison de la forte demande. Les vendredis et samedis soirs, nous vendions beaucoup de malbouffe aux clients du bar. Et les dimanches, nous vendions beaucoup de bières fraîches à des prix raisonnables. Je sirotais un double Jack Daniels avec de l'eau glacée et du citron. Venant de terminer le remplacement de la colonne de direction d'un vieux camion, un héritage familial, il m'avait fallu 8 mois pour trouver la pièce et fabriquer certains accessoires. Sa famille conduisait ce camion depuis les années 40, et il n'avait pas l'intention d'arrêter. S'il le pouvait, il serait enterré dedans. De 16 heures à 19 heures, était le meilleur moment au bar, car la plupart des habitués avaient déjà dîné. Dans quelques heures, l'endroit serait rempli d'une foule musicale. Les fermiers amenaient leurs filles pour s'amuser après le travail. En 6 ans et demi ici, j'avais bâti une solide réputation et me suis fait de nombreux amis. Les locaux veillaient les uns sur les autres et me tenaient informé de tout ce qui était inhabituel. Je venais au bar 1 fois par semaine, toujours le samedi pour prendre un verre avant de rentrer chez moi. C'était mon moment de calme pour rassembler mes pensées. Je les vis entrer et souhaitais ne pas l'avoir fait. Ils ruinèrent une journée parfaite. La femme était la sœur jumelle de mon ex, et le jeune homme avec elle était autrefois mon fils. Cela raviva des souvenirs que je ne voulais pas. Je réalisais qu'on ne voit pas le mal quand on vit avec. Le garçon avait grandi et ressemblait davantage à son père biologique. Cela prouvait que la vérité finit toujours par éclater. Pourquoi me cherchait-il maintenant? Ils discutèrent avec le barman, lui montrèrent une photo, puis partirent. J'étais reconnaissant pour mes cheveux longs et ébouriffés, ma barbe et ma moustache, qui me donnaient une apparence différente, surtout depuis que j'avais perdu du poids. Personne ne remarqua le message que j'envoyais, qui disait simplement « Rentrer à la maison quand je pourrai ». Environ une demi-heure plus tard, le barman s'approcha et s'assit à ma table. « Que voulait-il ?»« Tom, demandai-je. Il voulait te transmettre un message. Ils ont entendu une rumeur que tu vis ici et sont venus vérifier, répondit Tom. Ils ont dit qu'une femme nommée Willa est mourante d'un cancer et veut faire la paix. Je demandai ta photo, faisant semblant de ne pas reconnaître ton nom. Qui sont-ils? Et que veulent-ils? Je sortis une cigarette, arrachai le filtre et l'allumai. La femme est la sœur jumelle de mon ex-femme. Le jeune homme est le fils illégitime de mon ex-femme, qu'elle a fait passer pour le mien pendant des années. D'après ton expérience, penses-tu qu'ils disaient la vérité? Demandai-je. D'après leur langage corporel,
Je dirais qu'ils sont partiellement honnêtes, mais qu'ils cachent quelque chose d'important, répondit Tom. Je hochai la tête. Mon ex-femme et sa sœur avaient toujours été trompeuses, paraissant sincères tout en me trahissant. Tom retourna derrière le bar. Mes pensées dérivèrent vers il y a près de 7 ans, quand je suis parti, promettant de ne pas revenir avant 7 autres années. Ils se moquèrent de moi, pensant que j'étais un fou. Ils apprirent une dure leçon ce jour-là, car ils ne me revirent ni n'eurent de mes nouvelles directement. Ils ne croyaient pas à quel point j'étais sérieux ou blessé. Ils pensaient que j'étais juste fâché à cause de leurs blagues. Ils n'avaient aucune idée que quelques semaines plus tôt, j'avais découvert que notre plus jeune enfant était le fils de mon beau-frère. Cette révélation lança mon voyage jusqu'à ce moment. Un membre de la famille, qui avait vu Willa et Tammy, les jumelles maléfiques, me trahir trop souvent, fournit les preuves. Elle les appelait des sorcières noires pratiquant le mal pur. Plus tôt cette semaine-là, avant mon départ, nous découvrîmes une nouvelle police d'assurance sur moi, avec une double indemnité pour décès accidentel, totalisant 4 millions de dollars si je mourais. Une vieille femme sage me dit de fuir. Quand je partis pour mon camion de travail, ils n'avaient aucune idée. Il était déjà chargé de tout ce que je voulais de mon mariage de 16 ans. Je partis sans regarder en arrière et me retrouvai 2 étapes plus loin. Une partie de cela était de ma faute, car j'avais mis Willa enceinte à 16 ans, alors que j'en avais 18. Ma famille me convainquit de l'épouser, et bientôt nous eûmes 2 autres enfants. Ils trouvaient ça hilarant. Willa dit à nos filles, « Votre père reviendra quand il se sera calmé. Il doit retrouver son sens de l'humour. » Quelques heures plus tard, une voiture de shérif arriva à la maison. Willa l'accueillit à la porte. « Êtes-vous ma belle Willa Racine ?» demanda-t-il. Quand elle répondit oui, il dit « Madame, vous venez d'être assignée. » Elle rit, pensant à une blague. Mais en ouvrant l'enveloppe, elle réalisa que j'avais dissous notre mariage sans y réfléchir à 2 fois. La grande dame me dit qu'elle était choquée. Mon avocat lista tous nos actifs et passifs, y compris un rapport ADN montrant que la liaison durait depuis 1 an. La pétition de divorce incluait des détails, des reçus et des photos de leur rencontre à l'hôtel. Dans l'enveloppe, il y avait une lettre révélant que je poursuivais son mari pour pension alimentaire, infidélité et diffamation. Leur rire s'arrêta. La blague n'était plus sur moi. J'eus le dernier mot. Leur blague était que je n'étais bon qu'à gagner de l'argent. Tout ce que je touchais semblait se transformer en or. Donc Willa et les enfants étaient gâtés et n'avaient jamais besoin de rien. Plus tard, Willa découvrit que j'avais vendu 3 de nos entreprises, remboursé toutes les dettes et vendu nos 2 immeubles d'appartements avec profit. J'annulai toutes les cartes de crédit, retirai mon nom des comptes bancaires et cédai ma moitié de la maison à Willa. Je pris la moitié de notre valeur en liquide, réduisant notre flux de trésorerie de 10 000 $ par mois à 0. La sœur de Willa a pris le coup de m'utiliser. Mon avocat gela leurs actifs avant qu'ils ne reçoivent l'assignation, les laissant sans le sou après le divorce. Mon avocat rappela Willa après le divorce et lui remboursa 1/4 de leurs pertes. « Pourquoi ferait-il cela ?» demanda-t-elle. Mon avocat répondit. Pour lui, ce n'était jamais une question d'argent. C'était une question de principe. Il espère que cet argent vous donnera une chance de repartir de 0 et d'apprendre de votre expérience. Willa refusa d'accepter le divorce sans me parler, nous laissant légalement séparés mais non divorcés. Je n'avais aucun besoin de parler à quelqu'un qui m'avait menti pendant des années. Elle dut travailler pour la première fois, apprenant que l'argent disparaît vite sans revenu. J'avais demandé à mon avocat de faire suivre le courrier important à une boîte FedEx louée, qui était ensuite envoyée à mon adresse professionnelle chaque semaine. Je faisais cela, sachant que Willa et sa sœur aimaient manipuler et planifier leur vengeance. Je savais qu'elles essaieraient éventuellement de se venger. Ce n'était pas une question de « si », mais de « quand ». Leur famille ne croyait pas à laisser les choses en l'état, et mon absence les contrarierait. Plus cela durait, plus leur revanche serait sévère. Elles ne lâcheraient pas facilement. Jusqu'à maintenant, je pensais avoir réussi à m'échapper. Avec l'apparition de Tammy, je réalisais que leur jeu n'était pas terminé. Je finis mon verre et sortis par la porte arrière, au cas où elle surveillerait l'entrée. Je traversai le terrain vague derrière la maison et fis le tour du pâté de maison jusqu'à mon pick-up. Alors que je déverrouillais la porte, un homme s'approcha et dit « Vous êtes difficile à trouver, monsieur. » « Arthur. 7 Racine. Sans doute. » dis-je. « Comment savez-vous ça »
Mon nom est Peter Edward. Votre fille est née. Connie est ma femme, répondit-il. Cela pourrait être une bénédiction ou une malédiction, dis-je. Si elle agit comme sa mère, alors, pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu vous chercher, dit-il. Certaines choses doivent être réglées. Ce serait le cas si votre belle-mère signait simplement l'accord de divorce, dis-je. Quel accord de divorce? Demanda Peter, surpris. Je lui dis de me suivre. Nous traversâmes la ville, puis empruntâmes une longue allée menant à une ferme. Dans mon bureau à la maison, je lui montrai les documents de divorce et le laissai en faire des copies. Peter n'avait pas besoin de savoir que je n'habitais pas là. J'avais construit cette maison pour la grande dame. Espérant qu'elle quitterait un jour son ancienne maison, Peter était un jeune homme agréable, confiant et apparemment éduqué. Je me demandais s'il était bien celui qu'il prétendait être ou s'il faisait partie du stratagème de Willa et Tammy. Il utilisa mon Wi-Fi pour télécharger des fichiers sur son ordinateur portable. Tous les documents importants étaient stockés là, avec une copie principale dans un coffre-fort. Il était intéressé par une copie du rapport du shérif que Willa avait signé lorsqu'elle avait été assignée. Il réussit à imprimer une lettre compromettante de l'avocat de Willa au mien, reconnaissant la division convenue des biens, mais refusant de finaliser le divorce sans une rencontre en personne avec moi. Pendant que Peter travaillait, j'observais ses expressions et vis qu'il apprenait de nouvelles informations. Mes documents contredisaient ce qu'il croyait. « Pensez-vous que Connie sait ?» demanda Peter. « C'est quelque chose que vous devrez découvrir, » répondis-je. « Voici une question pour vous. Est-ce que Willa est vraiment mourante d'un cancer? » « Qui vous a dit ça ?» demanda Peter. « Tammy et Seth ont dit à un barman aujourd'hui, mais je sais que Willa va bien. Elle est en union libre avec son ancien avocat et attend son deuxième enfant, » dit Peter. « C'est elle qui m'a demandé de vous trouver pour entamer le divorce. Elle prétend que c'est nécessaire pour qu'elle puisse se remarier. » Il appela sa femme et mit le haut-parleur pour que je puisse entendre. « Connie, savais-tu que ta mère a menti sur le fait que le divorce n'était pas finalisé ?» demanda Peter. « De quoi parles-tu » répondit Connie. « Maman nous a dit que papa nous avait abandonnés et avait vidé tout ce qui restait avant de quitter la ville. Sans notre beau-père, nous n'aurions pas survécu. Je t'envoie le dossier légal, dit Peter. Lis-le et contacte-moi dès que possible. » Pendant qu'il parlait, je pris 2 bouteilles de Bud, les ouvris et en mis une devant lui. « Pourquoi n'as-tu pas dit à ma fille que tu m'avais trouvé ?» demandai-je. « Connie et moi ne sommes mariés que depuis 2 ans, et nous venons d'avoir un fils il y a 3 mois. Pour l'instant, je ne vais dire à personne que je t'ai trouvé, dit Peter. Tout le monde pense que j'enquête sur une affaire. » Il me montra son badge, confirmant qu'il était officier de police pour le département de police de Paradise. Je vérifiai la page web du département sur mon ordinateur portable, prouvant qu'il disait la vérité. « C'est le rapport d'accident d'il y a quelques mois qui m'a conduit à vous, » expliqua Peter. « Connie a rédigé un rapport sur votre disparition, qui a été transmis à la liste des personnes recherchées. La compagnie d'assurance m'a informé de la décision en votre faveur. Alors, pourquoi n'as-tu pas dit à Connie que tu m'avais trouvé ?» demandai-je à nouveau. Après avoir examiné votre dossier, il est devenu clair que quelque chose d'autre pourrait se passer, dit Peter. Je me demandais ce qui était arrivé aux 250 000 $ en liquide que Willa était censé recevoir avec l'acte de la maison et pourquoi mentent-ils tous sur ce qui s'est vraiment passé. Ouais, on dirait qu'on m'a aussi nourri de mensonges, dis-je alors que son téléphone sonnait. C'est ma femme. Je vais mettre le haut-parleur, dit Peter. Parle doucement. Salut chérie, dit Connie. D'où viens-tu avec tout ça? Est-ce vrai? On nous a menti pendant des années. Seth ne connaît pas ses origines, et moi non plus. Ma sœur Karen sera choquée. Maman l'a réprimandée pour avoir défendu papa. Elle ne se parle plus. Cette histoire contredit tout ce qu'on nous a dit. Maman et tante nous ont donné aucun choix à papa. Elles ont manipulé sa vie pendant des années. Ce qui me dérange, c'est que le divorce n'est pas finalisé parce que maman ne veut pas signer. Que se passe-t-il vraiment? C'est vrai. J'ai obtenu les informations de la veuve de l'avocat de votre père. J'ai dû sortir de l'État pour la trouver. Son mari gardait des copies de tous ses dossiers. D'après les documents, on dirait que votre mère a reçu une pétition de divorce le jour où il est parti, dit Peter. J'écrivis une note pour que Connie parle à sa grand-tante Josie si elle était encore en vie. Peter hocha la tête. « Pete, il est crucial de trouver mon père maintenant, » dit Connie.
Il mérite d'être libéré des manigances de maman, au moins pour finaliser le divorce. Qu'est-il arrivé à l'argent qu'elle a reçu? Pourquoi a-t-elle dû vendre la maison si elle lui appartenait? Plus je creuse, plus je me demande ce qui se passe et pourquoi elle prévoyait de le poursuivre pour abandon dès qu'elle le trouverait. Demande à ma sœur de garder notre fils un peu plus longtemps et parle à tante Josie de ce que nous avons trouvé. Peut-être qu'elle s'ouvrira, dit Peter. Ça doit rester entre nous pour l'instant. On dirait qu'il pourrait y avoir une fraude sérieuse. Pourquoi ta mère calomnie-t-elle ton père depuis des années? Je devrais parler au procureur. Les 250 000 $ en liquide ont disparu une fois qu'ils ont atteint l'avocat de ton père. Ne dis rien à ta sœur pour l'instant. Si le procureur enquête, il vaut mieux que personne d'autre ne sache. Je me levai pour nous servir à manger, laissant à Peter de l'intimité jusqu'à ce qu'il finisse son appel. « Pourquoi veux-tu que Connie parle à tante Josie ?» demanda Peter. Josie a rassemblé toutes les informations sur la liaison de Willa et George, dis-je. Elle ne s'est jamais mariée, mais veillait sur la famille comme une mère, élevant sa seule fille. Être mère célibataire a changé sa perspective. Elle pensait que Tammy et Willa complotaient et utilisaient George et moi, mais leur but ultime reste flou. Si c'est vrai, pourquoi? Demanda Peter. La petite fille de tante Josie, Jody, veut qu'elle emménage avec elle. Mais Josie insiste pour attendre que la vérité éclate. Jody rend visite avec ses 2 fils. Jody mène une vie très retirée, dis-je. Socialiser avec Willa et Tammy épuise tout le monde. Elles ont utilisé les gens la plupart de leur vie. Ce n'est que lorsque Josie m'a donné les documents que j'ai réalisé cela. « Veux-tu me poser des questions sur tes enfants avant que je parte ?» demanda Peter. « Pas avant de savoir que tu es bien celui que tu dis être, » répondis-je. Cela pourrait être une autre partie de leur jeu. Enquête sur le décès soudain de mon avocat. Car si elle prévoit de me poursuivre, qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle peut gagner? Le visage de Peter blêmit. Réalisant à quel genre de personne il s'était marié, nous décidâmes de nous faire suffisamment confiance pour échanger nos numéros. Il promit de me tenir informé. Je l'accompagnai à la porte, lui serrai la main et dis au revoir. Après son départ, je nettoyai, verrouillai l'appartement et pris le chemin long pour rentrer chez moi, m'assurant de ne pas être suivi. Ce qui me donna le temps de réfléchir. Ma vie s'était améliorée depuis que j'avais laissé le passé derrière moi. Voulais-je tout revivre, connaissant Willa et Tammy? Je devais me préparer à ce qui allait arriver, car elles iraient jusqu'à n'importe quelle extrémité pour l'argent. Dès que je franchis la porte, 2 petits enfants s'accrochèrent à mes jambes. Je pris mes enfants de 3 et 4 ans, les pommes de mes yeux, tout comme leur mère. Je me sentais béni de les avoir tous les 3 dans ma vie. Ma femme, Jody, cria que le dîner était presque prêt. Alors je partis me laver. Pendant le dîner, je lui racontai ma journée depuis la fermeture du magasin. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie tournerait ainsi quand j'ai quitté Paradise il y a presque 7 ans. J'avais promis à ma grand-mère, Josie, de rester en contact, et je l'ai fait, l'appelant tous les dimanches. Il y a environ 1 an et 3 mois, elle m'appela pour demander de l'aide. Sa petite fille, Jody, avait besoin d'échapper à un mariage raté et de trouver un endroit sûr pour recommencer. Jody, 10 ans plus jeune que moi, n'avait pas d'enfant et vivait sur une base militaire hors de l'État. Je ne savais pas grand-chose d'elle, mais je devais beaucoup à Josie et étais heureux d'aider. Il me fallut 1 semaine pour trouver et meubler partiellement un appartement de 2 chambres pour elle dans une petite ville, ce qui fut presque impossible sans l'aide d'un ami. Quand j'arrivai pour récupérer Jody, elle avait quitté son emploi, vidé ses comptes bancaires et fait ses valises. Son mari était sur le point de s'enrôler dans l'armée après son dernier exercice d'entraînement de 2 semaines. J'arrivai discrètement vers 20h avec un camion U-Haul loué. Avec l'aide de quelques voisins et amis, nous chargeâmes tout ce qu'elle voulait dans le camion. Je quittai sa ville en moins de 4 heures, refusant de dire d'où je venais pour des raisons de sécurité. En revenant, Jody et moi commençâmes à faire connaissance, tard dans la nuit. Elle reçut un appel de sa grand-mère. Je souris quand elle dit « Oui, grand-mère, Art est venu me chercher. Tu aurais pu me prévenir qu'il est un homme des bois qui pourrait être à moitié décent s'il se nettoyait. » Le lendemain, Josie contacta l'avocat de Jody pour faire envoyer tous ses documents légaux à ma boîte FedEx. Jody avertit que son futur ex-mari pourrait causer des problèmes. Alors je pris des mesures pour la protéger. Jody prit alors en charge la gestion de mon magasin et se révéla être une excellente gérante, apportant des changements fructueux
et priorisant les besoins des clients. Sa personnalité attira de nombreux nouveaux clients, et elle établit un personnel bien organisé et sans problème. Josie dut obtenir une ordonnance de restriction contre l'ex de Jody en raison de ses menaces constantes. Il fut renvoyé de l'armée avec déshonneur et retourna dans mon ancienne ville natale. Pensant que Jody y serait, pour éloigner les attentions indésirables, Jody portait une bague en diamant, ce qui l'aida à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle gérait la banque et la comptabilité, gagnant l'acceptation de tous. Car je l'avais présentée, l'honnêteté et la personnalité de Jody la rendaient notre merveilleuse, et ses longs cheveux noirs étaient souvent cachés de son visage. Lorsqu'on lui demandait pour sa bague, elle répondait « Je suis sûre que vous le découvrirez », déclenchant des rumeurs qu'elle était ma future épouse par correspondance. Elle commença à m'apporter le déjeuner le samedi, car j'oubliais souvent de manger en travaillant, ce qui entraînait une perte de poids. Notre relation se développa naturellement. Tout le monde supposait que nous étions en couple, et Josie nous tenait informés des événements dans notre ville natale. Nous devînmes curieux lorsque nous apprîmes que l'ex de Jody était ami avec Tammy. Le jour où le divorce de Jody fut finalisé, notre relation s'approfondit. Nous célébrâmes avec des amis au bar local, partageant notre premier baiser lors d'une danse lente sous des lumières tamisées. 6 mois plus tard, nous emménageâmes ensemble. Pendant que les enfants prenaient leur bain, je rassais ma barbe et ma moustache, ne laissant que du chaume. Les enfants regardaient avec émerveillement. J'en savonnais mon visage et le leur avec le bol et la brosse que Jody m'avait offert pour Noël, à leur grand plaisir. Jody entra, surprise de voir les enfants rire avec des visages savonneux alors que je finissais de me raser. On dirait que papa te ressemblerait avec un visage propre, taquina Jody. Devrais-je aussi lui couper les cheveux? Les deux tout petits dirent oui, avec enthousiasme. Je ris et dis « Je laisserai le barbier s'en occuper lundi. » Non, je le ferai moi-même avant que tu ne changes d'avis, insista Jody. Après avoir séché les enfants et les avoir habillés pour le lit, ils s'assirent à la table de la cuisine et regardèrent Jody me couper les cheveux. Quand elle eut fini, je me reconnaissais à peine dans le miroir. Je dis à Jody qu'elle avait fait un excellent travail. Elle m'envoya prendre une douche pour enlever les cheveux pendant qu'elle nettoyait. Pendant ce temps, sa grand-mère appela pour dire que Connie venait de partir. Jody croyait que sa grand-mère était prête à confronter la famille, mettant les choses au clair. Connie apprit que mes 3 enfants étaient censés recevoir $600 chacun par mois de rente que j'avais établie pour la pension alimentaire. Mais ils n'avaient rien reçu. La semaine suivante, j'endurais les blagues de tout le monde sur mon nouveau look. Les gens demandaient à Jody si elle avait dû me faire chanter pour rejoindre la société normale. Jody répondit avec humour que j'avais promis de me laver au moins 3 fois par semaine. La plupart comprirent la blague, d'autres non. Il était intéressant de voir comment les gens agissaient quand ils pensaient être supérieurs. Bird of Paradise m'informa que je serais poursuivi en justice civile pour abandon d'enfants, désertion et arriéré de pension alimentaire. Jody et moi trouvâmes cela amusant, pensant qu'un jugement mènerait à un service de recouvrement essayant de me sanctionner. Quand le facteur annonça la nouvelle, il trouva ça drôle aussi. Son patron et le procureur engagèrent un avocat pour me représenter, utilisant ma situation pour rassembler les pièces du puzzle. Peter estima que Willa et Tammy avaient volé plus de $48 000 à chacun de nos enfants. Ils réexaminèrent le décès soudain de mon ancien avocat, transformant cela en une affaire criminelle ouverte. L'ex-mari de Jody devint une personne d'intérêt. Si les conclusions étaient vraies, Willa et Tammy risquaient 7 à 10 ans de prison. Et l'ancien avocat de Willa, maintenant son mari de fait, pourrait être radié. L'avocat qu'ils engagèrent pour moi serait payé par eux, et je devais rester caché pour aider à construire un dossier plus solide. Nous eûmes quelques semaines de paix, puis Josie appela dimanche soir, nous informant que les documents seraient déposés lundi. Elle m'envoya par email tout ce qu'elle avait collecté sur 7 ans, y compris des déclarations notariées, des conversations enregistrées sur vidéo et des noms d'avocats pour une contre-poursuite. Une police d'assurance, accident de $2 millions attira mon attention, expliquant une partie de l'argent manquant. Jody découvrit qu'elle avait été souscrite 6 mois avant mon départ. Nous passâmes la moitié de la nuit à transmettre les informations au procureur, certain que c'était un piège pour me faire revenir. Le lendemain matin, Jody appela les avocats recommandés
et en choisis un, leur envoyant tout avec un acompte. Dès que l'équipe de Willa déposerait la poursuite, je les assignerai avant de la recevoir. Vendredi matin, Jody m'appela. Josie était en route avec des invités, ayant quitté jeudi soir et passé la nuit dans un hôtel. Cela indiquait que les choses s'accéléraient. Jody et moi décidâmes de fermer le magasin samedi et de passer un long week-end avec la famille. Peter voyageait avec Connie et leur fils. Tout ce que Connie savait, c'était qu'il rendait une visite à Jody, vers 9h. Nous vîmes un Ford Explorer et un Escape se garer dans l'allée. 4 adultes sortirent des voitures. Jody remarqua mon inquiétude et prit ma main. Mon camion était caché dans le garage, donc personne ne savait que j'étais là. « Qui est avec Josie ?» demanda Jody. « C'est Peter. Sa femme Connie tenant leur bébé. Et Karen, ma deuxième aînée. Es-tu prêt pour ça ? Aussi prêt que je le serai jamais, dis-je. Jody, tenant notre plus jeune, ouvrit la porte d'entrée. Nous sortîmes tous pour accueillir nos invités. Karen éclata en larmes en me voyant. Je confiai mon fils à son arrière-grand-mère et serrai Karen dans mes bras. Connie confia son fils à Peter et nous rejoignit. Mes filles étaient devenues de charmantes jeunes femmes, et les voir ensemble était inoubliable. Ravi de te revoir. Peter, dis-je en lui serrant la main. Après les présentations, Jody servit un énorme dîner. Épaules de bœuf, purée de pommes de terre, sauce, scones, pudding du Yorkshire, haricots, vertes et tarte aux pommes chaudes pour le dessert. Après que les enfants se furent installés, nous commençâmes à tout discuter. Tout d'abord, Art, puis-je t'appeler papa ? Demanda Peter. Je hochai la tête. Alors, papa, le procureur pense que la voiture de l'ex de Jody était impliquée dans l'accident de ton avocat. Nous faisons une comparaison de peinture avec la voiture du propriétaire actuel. Si ça correspond, il sera accusé d'homicide involontaire, expliqua Peter. L'incendie qui a détruit son bureau la même nuit est traité comme un incendie criminel. Il a été vu en arrière-plan sur une vidéo. Puisque Willa et son avocat ont scellé les documents de divorce, ils pensent qu'il n'y a aucun document pour prouver ce qui s'est passé. Ils ont déposé une poursuite contre toi cette semaine. Jody me regarda et éclata en larmes. J'ai toujours pensé que tu étais trop protecteur quand tu m'as fait venir ici, mais maintenant je vois que tu ne l'étais pas. Je pensais que tes questions à ma grand-mère étaient excessives, mais maintenant je réalise que tu avais besoin de comprendre à qui nous avions affaire avant de faire un plan. Willa et Tammy ont reçu ta poursuite jeudi, dit Josie. Elles ont dû réaliser que je communiquais avec toi. Nous craignons qu'elles commencent à me tourmenter. Alors nous sommes venus ici rapidement. Grand-mère, nous avons préparé ta maison, dit Jody. Elle est meublée. Tu n'as besoin que de vêtements. J'ai apporté la plupart dans la voiture, dit Josie. Connie enverra le reste, y compris les antiquités. J'ai donné à Connie une procuration pour vendre la maison et les meubles. Il était temps de quitter Paradise. Je rentrerai avec Peter et Connie et louerai un camion pour tout transporter, dis-je. Il est temps de voir si nos soupçons sont corrects. Quels soupçons ? Demanda Peter. La poursuite contre moi est un stratagème pour me faire sortir, dis-je. Avec 2 millions de dollars d'assurance, décès accidentel. Il est clair que le décès de mon ancien avocat était un test. Les visages de Peter, Connie, Karen et Josie blêmirent en réalisant la vérité. Ils planifiaient ton décès. Papa, dit Connie, tu le savais avant de quitter la ville. J'avais une bonne idée à l'époque, mais même mon avocat ne me croyait pas, répondis-je avec un large sourire. Il l'a appris à ses dépens. Peter s'excusa pour passer des appels importants. Cela donna à mes filles, ma femme et moi, le temps de rattraper le temps perdu. Jody trouva des photos de moi de notre première rencontre. Les 2 filles admirent qu'elles ne m'auraient pas reconnu. Quand Peter revint, tout le monde se toute. Willa sera placée en détention après les vacances, dit Peter. Nous pouvons la retenir 48 heures avant de l'accuser de 3 chefs de vol pour avoir détourné les rentes de ses enfants. Nous ralentirons le processus pour qu'elle n'ait pas d'audience de caution immédiatement, expliqua Peter. Papa, si tu peux arriver mercredi. Louer un U-Haul et visiter quelques anciens endroits pour te faire remarquer. Dis à quiconque demande que tu es là pour emballer les affaires de Josie. Ainsi, Willa devra communiquer depuis la prison. Le procureur a confirmé que tes soupçons étaient justes. Nous aurons une protection policière pour toi chez Josie jusqu'à ce que tout soit résolu. Peter, utilises-tu le père de mes enfants comme appât pour attirer mes cousines ? Demanda Jody.
Quelle garantie ai-je qu'il ne deviendra pas une victime? Je regardai Jody, et elle vit ma détermination. Bon sang, tu le feras sans hésiter. Peu importe ce que je pense, dit-elle. Jody me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Jody. Art a toujours été comme ça. C'est pourquoi je l'ai appelé pour te sauver de ton ex, dit Josie. Art ne demande jamais à quelqu'un de faire ce qu'il ne ferait pas lui-même. Il veut nous débarrasser de ces sorcières pour de bon. Ma seule peur est qu'Art retourne dans le danger, répondit Jody en souriant. S'il était boxeur, il serait champion du monde, dit Josie. Il est rapide et peut les surpasser en réflexion. Willa et Tammy n'ont aucune idée qu'il sait quoi que ce soit. Mesdames, détendez-vous, je serai entre les mains de Peter, dis-je. S'il m'arrive quelque chose, souvenez-vous qu'il devra répondre à Connie, ma fille. Peter hocha simplement la tête, connaissant les risques de mon retour à Paradise. Plus tard, pendant que les femmes étaient plongées dans la conversation, Peter et moi discutâmes. Le procureur pense que l'ex de Jody agira dès qu'il saura que tu es en ville. Il sera furieux, sachant que tu as sauvé Jody de son terrible mariage, dit Peter. Willa apprendra que tu es là d'un informateur placé dans la prison municipale tôt jeudi matin. S'il est pris sur le fait, révélera-t-il tout pour se sauver, demandai-je. D'après son passé militaire, il a toujours admis sa responsabilité quand il était pris. C'est un suiveur, pas un leader. Donc, je m'attends à ce qu'il abandonne facilement. Il reste avec Willa et Tammy parce qu'il est facilement manipulé, répondit Peter. Le panneau indiquait « Bienvenue à City of Refuge ». Population en sécurité. Il confirmait que le conseil municipal avait déclaré que les lois des États-Unis ne s'appliquaient pas ici. C'était comme le Far West, avec une justice dépendant de ce que les autorités locales décidaient. Les citoyens respectueux des lois étaient poursuivis, tandis que les illégaux étaient ignorés, reflétant une version biaisée du progressisme. La classe ouvrière payait pour les péchés des autres pour plaire à ceux au pouvoir qui voulaient des salaires plus bas et une main-d'œuvre moins chère. De nombreuses actions furent entreprises pour offrir cette opportunité, obligeant ceux au pouvoir à fermer les yeux. Peu de choses avaient changé ici en presque 7 ans. À part la rue principale fraîchement pavée, tout semblait identique. Je décidai que mon premier arrêt devrait être mon ancien endroit préféré. S'il existait encore, heureusement. Le Bob & Betty's Burger Bar était toujours là, avec la même apparence mais fraîchement peint. Je me garai sur le parking, sortis du camion U-Haul et me dirigeai vers l'entrée principale à 11h15, juste avant la foule du déjeuner en semaine. Je comptais sur le fait d'être reconnu, ayant été homme d'affaires dans une vie antérieure. Nous voulions que tout le monde sache que j'étais de retour. En m'asseyant et en prenant le menu, je remarquai plusieurs personnes me regardant et utilisant leur téléphone portable. Une serveuse apporta mon café et de la crème et demanda si j'étais prêt à commander. Le spécial du mercredi de pain de viande. Haricots, cuites et purée à l'ail. Est-il disponible? Demandai-je. Comment savez-vous ça? Demanda la serveuse. C'est pour les clients réguliers et ce n'est pas annoncé. Dites à Jack qu'Art veut de la sauce brune et des oignons frits avec le pain de viande, dis-je. La serveuse me regarda comme si j'étais fou. Je me levai et dis « Peu importe, je vais lui dire moi-même ». Je passai les portes battantes pour entrer dans la cuisine, avec la serveuse qui me suivait et criait ma commande. Jack se retourna et me regarda. « Espèce d'idiot », dit Jack avec un sourire narquois. « Tu es en avance de quelques semaines. Bienvenue, vieille amie. Susan, apporte le café d'Art ici pour qu'on puisse discuter pendant qu'il mange. » Jack, le fils du propriétaire original, n'avait jamais changé le nom. Nous étions amis depuis presque toute notre vie. Nous discutâmes jusqu'à juste avant l'heure de pointe. Il demanda à un membre du personnel d'aller chercher sa femme pour nous rejoindre, nous donnant une chance de parler de choses importantes. « Art, tu dois savoir qu'après ton départ, ma femme a mis fin à son amitié avec Willa et Tammy pour de bon. Elle n'aimait pas ce qu'elles ont fait ou dit sur toi et les enfants. Jack, quelque chose vont se produire. Hier soir, il devait y avoir une arrestation qui, si tout se passe bien, déclenchera plusieurs événements comme une rangée de dominos. Expliquai-je. Le mari de Connie, Peter, travaille avec moi. C'est pourquoi je suis revenu tôt. Jack me regarda sérieusement et dit « C'est un sacré bon flic et un homme honnête. Il a mis 2 de nos anciens membres du conseil municipal en prison l'année dernière pour corruption. Tu devras m'en dire plus tard.
Il y a trop d'oreilles indiscrètes ici. Nous vîmes Sacha se garer sur le parking. Elle avait l'air en forme. Je m'assis et attendis qu'elle entre, sachant qu'elle me verrait de dos et ne suspecterait rien de mal. « Jack, que s'est-il passé ?» demanda Suzanne. « C'était important, » dit Sacha. Quand elle me vit, je me levai et me tournai vers elle. Sacha, ma petite sœur, avait perdu son sang-froid. Son grand frère, plus méchant, était rentré. Je la serrai fort comme si c'était hier. Il lui fallut quelques minutes pour se calmer. Jack demanda au personnel de cuisine de nous laisser seuls quelques minutes. « Est-ce que maman et papa savent que tu es de retour ?» demanda Sacha. « Non. »« Et il vaut mieux garder ça secret pendant quelques jours, » répondis-je. « Es-tu ici parce que Willard a été arrêté hier soir ?» demanda ma sœur. « Oui, et ça va empirer avant de s'améliorer, » dis-je. Une fois installé, je serai sous protection policière. La police examine maintenant le décès de mon ancien avocat avec un nouveau regard. Croyant qu'il est lié à l'attaque incendiaire de son bureau, les expressions de Jack et Sacha parlaient d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Il était bien connu que le procureur nommé il y a 3 ans essayait de résoudre de nombreuses affaires non résolues. « Tu es un appât pour faire sortir quelqu'un, » dit Jack doucement. « Si c'est correct. L'incendie criminel, la liquidation et plusieurs autres crimes seront résolus dans les prochains jours, » répondis-je. Tout cela a été fait pour me forcer à revenir en ville. L'arrestation de Willa et mon retour soudain perturberont un complot soigneusement planifié. « Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ?» demanda Jack. « Une police d'assurance de 2 millions de dollars, avec double indemnité pour décès accidentel, » dis-je, assuré sur moi. « dit ma sœur. Alors que nous sortions du restaurant vers mon camion de location, nous discutions quand nous remarquâmes Tammy se garer à côté de nous. « Où loges-tu » murmura ma sœur. « Chez la grande dame. Je vais déplacer ses affaires vers la nouvelle maison, » dis-je. Elle voulait être loin de ce qui allait se passer. Josie a quitté la ville. « Pourquoi » demanda Sacha. « Elle veut être près de sa petite fille et de nos 2 fils, » répondis-je avec un sourire. Jody et moi sommes ensemble depuis plus de 5 ans. Nous avons 2 garçons qui viennent d'avoir 3 et 4 ans. Ma sœur était complètement choquée. « Comment vous êtes-vous retrouvés ensemble ?» « Jody et toi. Josie et moi sommes restés en contact tout le temps, » expliquai-je. Quand Jody a eu besoin d'aide pour quitter un mariage raté, sa grand-mère m'a appelé. Je l'ai installée chez moi. Nous croyons que son ex a causé le décès de mon avocat et l'incendie de son bureau. Est-ce que Tammy et Willa savent que tu es au courant de ce qui se passe ? Demanda Sacha. Non. Mais elles le découvriront bien assez tôt quand elles commenceront à agir, répondis-je alors que Tammy s'approchait de nous. Art, j'ai besoin que tu abandonnes une partie de ta poursuite contre nous, dit Tammy. Le procureur accusera Willa dans les 48 heures. Malheureusement, mon avocat dit que nous ne pouvons pas faire ça, car Willa a déposé une nouvelle pétition de divorce pour désertion, abandon d'enfants et arriéré de pension alimentaire, dis-je. Tant que le tribunal n'aura pas statué sur ces revendications, tout doit rester tel quel. Tu ne peux pas dire ça. Comment allons-nous la faire sortir sous caution sans actif ? Demanda Tammy. Vous avez une ordonnance judiciaire gelant tout. Peut-être que votre père pourrait aider en mettant sa maison en garantie, suggérai-je. Après tout, vous êtes toutes 2 ses filles. Tammy se retourna et partit. Déçue, Willa et le père de Tammy n'ont rien à voir avec elle, dit Sacha. Pas depuis qu'il a découvert les vraies origines de Seth. Il dit qu'elles sont devenues aussi mauvaises que leur mère. Cela me fit sourire. Ayant fini, je montai dans le U-Haul et conduisis vers la maison de Josie, m'arrêtant pour acheter des matériaux d'emballage. 3 heures plus tard, je reculai dans l'allée de Josie. En utilisant le grand miroir, je me garai près de la porte du garage. Une fois dehors, je verrouillai avant d'entrer dans la maison. Je vérifiai que rien n'avait été touché à l'intérieur. Josie avait dit qu'elle avait laissé les rideaux ouverts, mais ils étaient fermés. J'envoyai un texto à Peter pour demander s'il les avait fermés. Il répondit que des officiers de police dans la maison auraient pu le faire. Sachant cela, je déverrouillai la porte d'entrée et entrai. « Racine, » dit l'officier, tendant un téléphone portable. « Peter Edwards veut vous parler. »« Salut, Peter, » dis-je. On dirait que ceux qui doivent savoir. Non. Tammy m'a parlé au burger après mon long déjeuner. Elle voulait que je lève le privilège sur les actifs de sa sœur. Et j'ai refusé. J'ai entendu ça, dit Peter. Nous avons enregistré Willa et Tammy discutant de leur plan. L'ex de Jody,
Brad presse. Revenez souvent. Willa a dit à Tammy de lui faire savoir que tu sais où est Jody. Cela devrait le motiver à faire ce dont nous avons besoin. Notre intuition était juste, car Brad est apparu moins d'une heure plus tard. Willa lui a dit où tu logeais. Notre informateur, arrêté aujourd'hui, lui a dit que tu étais de retour pour déplacer Josie, dit Peter. Quand Brad a demandé où, Willa a dit chez sa petite-fille, Jody. Quelques minutes plus tard, je vis la porte du garage s'ouvrir. En montant dans la camionnette, je sortis des paquets de boîtes en carton et commençai à emballer la maison. À 18h30, la pizza de Papa John's arriva. Quand le livreur frappa, j'ouvris la porte. Il demanda si je déménageais. Je dis non, juste aider un ami. Brad fit son mouvement vers 23h. Utilisant une barre à pneus, il crocheta la serrure de la porte d'entrée et se glissa à l'intérieur. Voyant une lumière dans la cuisine, il s'y dirigea. Sortant un pistolet 9 mm de sous sa chemise, il me trouva assis là, buvant un café. « Salut Art », dit Brad. « Willa et Tammy te passent le bonjour. Je suis ici pour découvrir où est Jody pour lui rendre visite. Désolé, mais je ne dirai jamais ça à l'éliminateur de mon avocat ou à l'homme qui a brûlé son bureau, répondis-je, avant que tu ne m'élimines, car nous savons tous les deux que tu le feras. Combien t'ont-elles promis de l'accord d'assurance? Qu'est-ce qui te fait penser que je l'ai fait? Demanda-t-il, mordant à l'hameçon. Parce que tu sembles être quelqu'un qu'elles pourraient manipuler pour faire leur sale boulot. Alors, combien des 4000 $1000 de la police de décès accidentel t'ont-elles promis? 48 $. Elles m'ont dit que c'était seulement 750 000 $, dit-il. Je ris et dis, savais-tu que Seth est en réalité le fils du premier mari de Tammy? Son visage blêmit. George et moi avons été manipulés et utilisés par les deux jumelles pendant des années. Mon avocat, travaillant sur mon divorce, a poursuivi George et Tammy pour tout ce qu'ils avaient. Le visage de Brad blêmit. C'est pourquoi je savais que Willa, me poursuivant pour désertion et arriéré de pension alimentaire, était une arnaque, dis-je. Le divorce était finalisé et ne nécessitait que sa signature. Elle m'a manipulé pour que je revienne. C'est là que j'ai tout compris. Tu n'es qu'un autre pion qu'elles ont joué. Alors demande-toi, quels sont leurs plans pour toi? Mon divorce n'a fait que retarder leurs plans pour m'éliminer. Ton élimination de mon avocat a remis leur plan initial en marche. Tu as une chance de les repousser pendant des années. Connaissant-les comme nous le faisons. Que te dit ton instinct? Il est difficile de voir un fou réaliser qu'il est sacrifiable une fois qu'il n'est plus nécessaire. Je suis fichu de toute façon, dit Brad. Le fait que ton avocat ait perdu le contrôle de sa voiture et ait heurté un arbre à 112 km/h, c'est un homicide involontaire. L'homicide involontaire me vaudrait la perpétuité. L'homicide involontaire te vaudrait 5 à 10 ans. Mais la liquidation, c'est la perpétuité. Quand je serai mort, elles pourront prétendre que tu as agi par rage à cause de Jody et que tu ne savais pas ce que tu faisais. T'ont-elles piégé pour être un bouc émissaire? La plupart des polices de décès accidentels ne couvrent pas la liquidation. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Demanda Brad. Tu ferais un marché. Tu livrerais des preuves à l'État et tu espérerais que ta coopération soit prise en compte. Ainsi, tu te vengerais de ceux qui prévoient de t'éliminer. Dis-je. Brad posa l'arme sur la table et dit « Appelle la police ». Je dis « Brad, retourne-toi. Ils sont juste derrière toi. » Connie regarda son mari au téléphone, se demandant ce qui n'allait pas. Peter lui avait dit que son père était chez Josie. Un appel tardif sur son portable les réveilla tous les deux. Pendant qu'ils parlaient, elle mit la bouilloire pour faire du chocolat chaud. Quand Peter raccrocha, il souriait. « Ton père nous a tous surpris ce soir. Il a convaincu Brad de renoncer et l'a pratiquement forcé à tout confesser. Les flics sous couverture ont tout filmé. » Connie se figea de surprise. « Comment mon père a-t-il fait ça? Il a dit à Brad des faits qu'il ignorait. Comme la vérité sur les origines de Seth, dit Peter. Je pense que ton père a convaincu Brad que la police d'assurance ne paierait pas pour une liquidation. C'était le facteur décisif. Même moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a créé assez de doutes pour que Brad accepte les conséquences d'une infraction moindre au lieu de la perpétuité sans condition. Tante Josie disait toujours que ton père était un penseur rapide, mais c'était inattendu. Qu'est-ce que ça signifie pour ma mère et ma sœur? Demanda Connie. Si Brad accepte de témoigner contre elles au tribunal, elles seront toutes deux accusées d'incendie criminel, d'homicide involontaire et au moins de tentative de liquidation de ton père.
dit Peter. Connie prit son téléphone et appela Jody pour lui faire savoir. Elles firent un plan. Josie garderait les enfants quelques jours. Car Jody allait à l'aéroport. Connie la retrouverait quand elle recevrait un texto avec son heure d'arrivée. Après avoir terminé l'appel, elle expliqua tout à sa sœur. À ce moment-là, Peter s'était habillé et se dirigeait vers le poste pour obtenir la déclaration signée de Brad avant la fin de la nuit. Je ne me réveillai pas avant 8 heures du matin. La première chose que je fis fut d'appeler Jack pour faire réparer la porte d'entrée. Il dit qu'il connaissait quelqu'un, et en moins d'une demi-heure, ils étaient là. La porte fut remplacée, avec une nouvelle garniture et une nouvelle serrure installée. Le monsieur finissait juste quand ma fille Connie arriva avec Jody. Jody sauta de la voiture et courut vers moi, les larmes coulant sur son visage. À cet instant, je réalisai tout ce qu'elle avait traversé. Brad a été arrêté hier soir, dis-je. Il s'est rendu à la police qui me protégeait. Je n'étais jamais en réel danger. Si c'était le cas, pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? Dit Jody. Pourquoi ai-je dû l'apprendre de Connie ? Il était presque 2 heures du matin quand la police s'est partie. Répondis-je honnêtement. J'ai pensé que je t'appellerais aujourd'hui. Je passai mon bras autour de ma femme et la tirai près de moi. Je promets de ne plus jamais me mettre dans ce genre de danger. Dès que le réparateur eut fini, nous verrouillâmes la voiture, rangeâmes ses bagages et allâmes au restaurant de mon frère pour manger. Là, nous fûmes rejoints par Karen, Sacha et mes parents. Le personnel de Jack dut déplacer 2 tables pour que nous puissions tous nous asseoir ensemble. Jody fut chaleureusement accueilli par tout le monde. Notre petit déjeuner, lorsqu'il arriva, était excellent. Jack était tellement excité par ce qui s'était passé que nous mangeâmes tout. Mes parents furent ravis d'apprendre que Jody et moi avions 2 fils nommés Carson et Hunter, d'après mes 2 grands-pères. Ils regardèrent toutes les photos de nos enfants et de nous que Jody avait enregistrées sur son téléphone. Mais ils s'ouvrirent et leur racontèrent comment elle m'avait retrouvé avec Josie. Nous étions encore là quand Peter nous rejoignit. Je remarquai qu'il avait l'air fatigué. Willa et Tammy sont maintenant en détention, dit Peter. Brad a tout confessé, y compris son plan initial d'éliminer son père. Il sera accusé d'incendie criminel et d'homicide involontaire quand il témoignera dans les procès des sorcières. Tammy et Willa font face à 3 chefs de grand vol, 2 chefs de complot pour commettre une liquidation et fraude. Le procureur rencontre le juge des divorces qui a traité ton dossier pour accélérer la finalisation de ton divorce. Peter, es-tu en train de dire que Art et moi pouvons enfin nous marier ? Demanda Jody, essayant de comprendre ce qu'elle avait entendu. Le procureur a apporté les documents au juge, expliqua Peter. Avec les documents de divorce originaux de papa, il espère que le juge, étant pleinement informé, renoncera à l'exigence de la signature de Willa, à la période d'attente, et délivrera le certificat de divorce. Jody, dis-je, je pense que je ferais mieux de t'acheter une vraie bague de fiançailles aujourd'hui et de te faire enfin ma demande. Tout le monde murmura à ma remarque. Les larmes montèrent aux yeux de Jody. Elle avait toujours cru que nous le ferions. Mais c'était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Avant de partir, maman et papa nous firent promettre de venir dîner. Jody et moi nous occupâmes à emballer jusqu'à environ 17h30. Puis nous nous dirigeâmes vers la maison de mes parents pour le dîner. Maman et papa avaient beaucoup. Jody raconta comment je l'avais sauvée d'un mariage raté, grâce à sa grand-mère. Puis elle parla de son premier emploi et de ce qui l'avait entraîné. Nous profitions encore de leur compagnie quand Peter et Connie arrivèrent avec mon certificat de divorce. C'était bon de savoir que j'étais maintenant libre. Quand Jody eut l'occasion de parler, elle se vanta de nos enfants et de notre vie ensemble. Ma mère dit « Nous devrions organiser un mariage avant que vous ne rentriez. » C'est alors que mon père attira l'attention de Peter. Prenant chacun un verre de bière fraîche, nous le suivîmes dans le bureau, car nous ne pouvions pas placer un mot. Quand la nouvelle de l'arrestation de Tammy s'est répandue, les gens ont commencé à appeler avec plus d'informations. La moitié du personnel du procureur a dû nous aider. Il s'avère que ce que nous savions n'était que la surface de ce que Tammy et Willa tramaient. Maintenant, on dirait que le maire tombera avec elle. Et qu'arrivera-t-il au mari de fée de Willa ? Demandai-je par curiosité. Dans quelle mesure était-il impliqué dans tout cela ? Il sera probablement radié, mais il sera impliqué dans l'éducation de leurs enfants. Rien de ce que nous avons trouvé ne le relie aux sorcières, dit Peter. Quelqu'un a-t-il informé tante Josie ?
demanda Connie. Le père de Jody porte une bague de taille 6,5, au cas où tu te poserais la question. Quelques minutes plus tard, Peter et moi étions en route pour le centre commercial où il acheta à Connie un ensemble de bagues. Connaissant les goûts de Jody, j'achetai un ensemble de fiançailles à 3 bagues. Quand nous revînmes, nous fûmes ravis de constater qu'elle ne savait pas que nous étions partis. J'étais au téléphone avec Josie quand Karen et son petit ami arrivèrent. La maison était pleine et nous nous installâmes tous dans le salon. Les hommes durent apporter des chaises de la cuisine. Papa dit à Jody de s'asseoir dans son fauteuil. Cela fit comprendre à ma mère que quelque chose se tramait. Alors elle observa la scène avec des yeux d'aigle. Il y eut un silence dans la pièce, alors que je m'approchai et m'agenouillai pour demander à ma conjointe de fait de devenir légalement ma femme. Je la pris au dépourvu. Bien sûr, elle dit oui. La fête continua. Mon père dit fièrement, « J'ai besoin de rattraper presque 7 ans de boisson avec mon fils et Jody. Et Art. Tes fiançailles sont la meilleure façon de commencer. » Peter dut nous ramener, Jody et moi, chez Josie. Beaucoup de stress et d'inquiétude furent soulagés. Vendredi, nous allâmes à la mairie pour récupérer notre licence. Jody découvrit qu'elle pouvait porter la robe de mariée de Connie. Jack accepta d'être mon témoin. Karen devint la demoiselle d'honneur de Jody. Le procureur accepta de célébrer la cérémonie. Je dus arter un costume chez Macy's. Il n'était pas question que ma future épouse me laisse l'épouser en jeans. Dimanche après-midi, dans la cour arrière de mes parents, avec toute la famille présente. Nous échangeâmes nos vœux sous l'admiration de tous. Même le père des jumelles était là. Nous dîmes à tout le monde que nous ne voulions pas de cadeaux. Mais mon ancien beau-père me tendit une enveloppe. « Colline, ce n'est pas un cadeau de mariage, c'est ton héritage anticipé, » dit-il avec un sourire. « Le reste de ma succession ira à tes filles. » Je glissai l'enveloppe dans mon costume et l'oubliai pour le reste de la journée. Tout le monde filma la cérémonie et l'envoya par texto à tante Josie. Quelqu'un demanda où nous allions en lune de miel. Jody répondit, « Après tout ce que nous avons traversé, une fois que grand-mère sera installée dans la nouvelle maison, notre lune de miel sera 1 semaine en Floride et 1 semaine en Californie, à profiter de Disney avec les enfants, car sans la famille, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. » Avant de rentrer chez nous le lendemain, je tendis une enveloppe à Jody. À l'intérieur, il y avait un billet à ordre bancaire de 100 000 $ avec une note. Elle disait « Merci d'avoir aidé à rétablir le karma. J'ai toujours pensé que les jumelles avaient liquidé leur mère. Je vais apprécier de les voir recevoir la récompense qu'elles méritent pour leurs actes, tout comme mes petites filles. » Jody mit l'enveloppe dans son sac sans rien dire à personne. Après avoir embrassé mes filles et mes parents, Jody et moi montâmes dans le U-Haul. Nous rentrâmes chez nous, enfin libres du passé,